Je vous remercie de vous asseoir. On va recommencer cette dernière séquence de la matinée. Quelques mots pour introduire le travail d'Agnès Robin, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier et qui vous dira un peu plus précisément qui elle est. Vous l'avez peut-être. Donc, les travaux d'Agnès portent sur le droit des données de la recherche. Donc, vous avez eu l'occasion, pour ceux qui le souhaitaient, de pouvoir prendre un exemplaire de son ouvrage. Et en fait, dans la continuité de son ouvrage et donc de ses travaux de recherche, nous lui avons demandé de construire un site, un centre de ressources juridiques sur les données de la recherche, puisqu'elle va vous l'expliquer elle-même. Le droit est une science complexe. Merci Agnès. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Donc je vais, par cette présentation, effectivement vous présenter le fruit du travail qui a été le mien et le nôtre. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu dans le détail. Pendant quelques années, autour de la production du site internet qu'on a appelé Jurisdor. Alors, je suis, comme Isabelle Blanc l'a précisé, donc je suis spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Et depuis longtemps, je m'intéresse en effet au droit de la recherche et de l'innovation à travers les aspects de valorisation de la recherche, mais aussi, depuis maintenant plusieurs années, aux aspects de sciences ouvertes. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu la possibilité, l'idée en tout cas, de développer un projet de recherche qui s'appelle Common Data, avec la complicité, le soutien de la MSH Sud à Montpellier, et qui m'a fait m'interroger, qui m'a permis de nous interroger collectivement, d'ailleurs, parce que c'est un projet tout à fait interdisciplinaire, nous interroger sur le statut juridique des données de la recherche, avec ces intitulés que vous voyez là, les données de la recherche, des communs scientifiques, point d'interrogation, et le point d'interrogation est important, parce que ça permet justement de s'interroger sur les différents statuts juridiques des données qu'on appelle les données de la recherche. Je ne vais pas m'étendre très très longtemps sur ce projet Common Data qui a donné lieu pendant plusieurs années à des travaux de recherche différents et sous différentes formes, des manifestations tout à fait variées. Mais parmi les actions de recherche que nous avons menées, il y a un article que nous avons coécrit et qui présente les résultats d'une petite enquête exploratoire que nous avions menée dans le bassin montpelliérain sur les pratiques, donc, comme vous le voyez, de gestion des données de la recherche par les chercheurs. Et c'était à une époque où le plan national de la science ouverte n'avait pas encore été affirmé, énoncé. Et donc, il était intéressant de voir, juste avant, en fait, le premier plan national pour la science ouverte, comment les pratiques des chercheurs étaient, dans cette petite enquête, étaient réalisées, ou en tout cas comment elles étaient menées pour la gestion des données de la recherche. Nous avons co-signé cet article avec un sociologue, donc une linguiste, un historien des sciences et moi-même. Et cet article montre un certain nombre de choses, mais parmi les résultats que nous avions obtenu, il faut dire, et c'est comme ça que je me permettrai aujourd'hui d'introduire finalement cette présentation, c'est que nous avions conclu à la chose suivante, c'est qu'il était à un moment donné nécessaire, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'incontournable en réalité, que les chercheurs, et quand je dis les chercheurs, en fait, c'est les communautés de recherche, je l'emploierai par convention évidemment, parce que je ne vais pas préciser à chaque fois toutes les communautés de recherche concernées, c'est toutes disciplines confondues évidemment, mais aussi toutes les communautés de recherche, y compris les personnels d'appui à la recherche, mais aussi les ingénieurs et donc les jeunes chercheurs, les stagiaires, bref, ça comprend évidemment tout type de personnes qui travaillent dans les communautés de recherche ou au sein des communautés de recherche et qui composent du coup ces communautés de recherche. Et nous étions dit à la fin en conclusion, d'ailleurs c'est quelque chose qui apparaît en conclusion de l'article, qu'il était absolument nécessaire et incontournable qu'à un moment donné, les chercheurs et les communautés donc, s'acculturent un tout petit peu, en tout cas, à la question juridique concernant la gouvernance des données de la recherche. C'est l'une des conclusions à laquelle nous étions parvenus. Donc, cet article est en accès libre, vous pouvez le consulter parce qu'il demeure d'actualité, à mon avis, même s'il est daté par rapport à l'ouverture du plan national pour la science ouverte, mais il demeure d'actualité pour un certain nombre de points sur lesquels que je passerai sous silence parce que nous n'en avons pas le temps et que ça n'est pas tout à fait le sujet.
À la suite de cet article et de ces différents travaux scientifiques que nous avons menés dans ce projet interdisciplinaire, j'ai eu l'occasion de publier, donc Isabelle Blanc l'a dit à l'instant, un ouvrage qui en fait essaie, je dis bien essaie, de rassembler toute la matière qui existe pour ce qui concernerait ce qu'on appelle le droit des données de la recherche. C'est une initiative de ma part que d'appeler cette matière le droit des données de la recherche. Mais avant d'appeler cette matière droit des données de la recherche, ça n'existait pas en fait. On ne parlait pas du droit des données de la recherche, pas plus que le droit du numérique à une époque n'existait pas non plus en réalité. Et d'ailleurs, on se pose toujours la question de l'existence du droit du numérique. C'est un vaste concept en droit qui mérite quelques questions et interrogations, mais le droit des données de la recherche, en tout cas, c'est quelque chose qui n'avait pas été conçu de cette manière-là. C'est-à-dire que la question, finalement, n'avait jamais été posée par les juristes sous cette forme. Et puis, autre manifestation ou autre conséquence ou effet produit par ces travaux scientifiques, c'est la création d'un diplôme d'université, diplôme d'établissement en réalité sur la gestion des données de la recherche, sous ma responsabilité, qui est un diplôme transversal, pas uniquement juridique, et qui aborde la question de la gestion des données de la recherche sous tous ses aspects, y compris les aspects évidemment juridiques. Et puis enfin, la mission qui m'a été confiée en effet par Isabelle Blanc a été, après une discussion que nous avions eue ensemble à Montpellier d'ailleurs, c'était de dire mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose, un espace qui permettrait d'avoir accès à une information juridique bien sûr et qui soit une information stable, homogène, et évidemment qui permettrait d'en assurer la veille, c'est-à-dire de mettre à jour. Donc évidemment, la question du site internet, de la plateforme de ressources s'est imposée assez rapidement. Et nous sommes convenus alors de commencer une mission qui permettrait de présenter les choses de la manière la plus claire possible sur ces aspects-là. Et puis, nous avons également démarré un autre axe dans cette mission qui n'est pas encore tout à fait terminé, qui est de répondre à la question de savoir comment articuler la mission de valorisation des chercheurs, des organismes de recherche, des institutions publiques de recherche, avec la mission de sciences ouvertes. Donc ça, c'est une mission que je mène encore actuellement avec le réseau Curie. Alors, en fait, la question qui est la question centrale, j'ai déjà employé le mot depuis à l'instant, c'est la question finalement de la gouvernance des données de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire gouvernance ? Gouvernance, c'est un anglicisme qui nous est arrivé, bien sûr, et qui renvoie à deux réalités différentes. C'est à la fois la question du gouvernement, bien sûr, c'est-à-dire quelles sont les règles qui s'appliquent à telle ou telle situation, mais c'est aussi une question de pratique. La gouvernance renvoie aussi à la question de la gestion, quel que soit le domaine. Et c'est valable, bien sûr, pour les données de la recherche. D'où, donc, la nécessité, ou en tout cas la réflexion que nous nous sommes faite, qui consiste à dire mais il nous faudrait finalement créer un centre de ressources juridiques sur les données de la recherche qui permettrait alors d'en organiser une gouvernance à différents niveaux, dans différentes organisations socio-professionnelles, par différentes personnes, en tout cas. Voilà, quelque chose qui soit tout à fait accessible et qui néanmoins nécessitait de faire un petit peu de ce qu'on appelle du legal design. Le legal design, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la méthode, ce qu'on appelle le legal design, qui est une méthode très élaborée par ailleurs, que certains ont théorisée et qui donne lieu d'ailleurs même à des formations très prisées des avocats en ce moment d'ailleurs, consiste en fait à présenter la règle de droit de manière à ce qu'elle réponde aux besoins spécifiques d'une personne et non pas de présenter les choses de manière abstraite et théorique. Et donc, c'est quelque chose que j'avais déjà intégré en réalité dans mon ouvrage, puisque mon ouvrage, il est déjà constitué ou structuré justement en fonction du cycle de vie des données. Donc déjà, j'avais commencé à envisager les choses, non pas en présentant, par exemple, en chapitre 1, le droit de la protection des données personnelles, en chapitre 2, le droit des données publiques, en chapitre 3, la cybersécurité. Enfin voilà, on peut envisager comme ça, et j'aurais pu fonctionner comme ça, parce qu'en réalité, c'est comme ça que les juristes présentent les règles de droit dans les ouvrages tout à fait classiques, les ouvrages pédagogiques ou même parfois les ouvrages de recherche.
Donc il mettait, moi, parce que je connais un tout petit peu, je prétends pas très bien connaître, mais je connais quand même un petit peu le milieu de la recherche scientifique en dehors de la science juridique. Et donc, il était important pour moi, et d'ailleurs, je le connais grâce justement au projet de recherche Common Data, donc un projet interdisciplinaire, je le disais. Et donc, il m'importait véritablement de concevoir la règle de droit en fonction des besoins exprimés par les chercheurs dans ce qui concerne l'application des règles aux données qu'on peut appeler les données de la recherche. Dès lors, il m'a apparu important de continuer d'utiliser ou de continuer en tout cas d'avoir cette préoccupation lors de la création de Jurisdor, de ce site donc de ressources juridiques. Alors, ce legal design, en fait, il s'est fait à partir de 3 préoccupations principales. Il y en a eu d'autres, mais 3 préoccupations principales. Tout d'abord, ce qu'on a commencé à faire avec, dans le cadre de cette mission, qui a donné lieu d'ailleurs au recrutement, je le dirai tout à l'heure, je le redirai, au recrutement d'une personne en postdoctorat, Laura Tomasso, je le redirai. La première chose auquel on a pensé, c'est avec notre prestataire qui assurait le développement du site, c'est de procéder à un moment donné, quand les choses étaient un petit peu avancées sur le plan du développement, de procéder par des tests utilisateurs. Évidemment, l'expérience utilisateur aujourd'hui permet d'avoir assez rapidement des feedbacks et qui permettent ensuite d'adapter, d'ajuster les choses en cours de développement. Ces retours utilisateurs et cette expérience utilisateur nous a permis, par exemple, de se dire que ce serait bien d'avoir, par exemple, sur le site Internet, une entrée qui serait une entrée par type de données. Donc voilà, quand on cherche les données concernant les données de l'archéologie, les données de la justice, les données de l'énergie, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. Mais en tout cas, par type de données, et je reparlerai de la question du type de données, de la typologie, parce que c'est une question, en fait, centrale pour nous, juristes. Donc ça, première chose, et qui a permis, de mettre donc en valeur, en exergue finalement, le nombre de données que l'on trouve dans la loi, c'est-à-dire le type de données que l'on trouve référencées dans la loi. Et ça donne, par exemple, 28 types de données en fait référencées dans les textes de loi. Quand je dis les textes de loi, c'est au sens large, c'est-à-dire la loi, les règlements, peu importe, mais en tout cas, des données, vous voyez, tout à fait différentes, et que j'ai distinguées par 2 couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il va falloir, et c'est le cas dans le site Internet, il va falloir distinguer en fait entre 2 grandes catégories de données en réalité dans cette typologie, à savoir les données qui sont les données que j'appelle les données catégorielles ou sectorielles, c'est-à-dire qui sont les données qui relèvent d'un secteur comme le secteur de l'énergie, comme le secteur de la justice ou comme le secteur de l'administration fiscale, par exemple. Et puis, les données qui sont indiquées en bleu, qui sont les données qualifiées déjà, c'est-à-dire qui sont des catégories créées par le législateur comme couvrant un certain nombre de réalités différentes. Les données personnelles, on est bien d'accord que les données personnelles, ça peut couvrir à la fois des données de la justice, ça peut être des données de santé ou des données fiscales. C'est-à-dire que les données personnelles, c'est déjà une catégorie en soi créée par le législateur pour faire application d'un certain nombre de règles pour protéger, vous le savez, l'identité des personnes, on dit la vie privée des personnes, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, protéger les libertés individuelles, pour le dire largement, des personnes à travers l'utilisation, la collecte que l'on peut faire de leurs données. Il en est de même pour les données publiques. Les données publiques, c'est un concept également, c'est des données qui sont collectées, produites ou reçues par les administrations. C'est comme ça que c'est défini par le Code des relations entre le public et l'administration. Et dans les données publiques, on peut aussi intégrer les données de la justice et les données fiscales, par exemple. Voilà. Les données fiscales, ce sera aussi, autre exemple, ce seront aussi des données confidentielles. Données confidentielles, c'est une catégorie, ces données sont des données couvertes par des secrets. Des secrets, il y en a tout un tas dans la loi, donc on appelle ça des données qui peuvent être qualifiables de confidentielles. Les données fiscales peuvent aussi être des données, ce sont des données publiques, mais qui sont aussi qualifiables à certains endroits de données confidentielles. Voilà, donc on a des catégories construites pour faire application d'un certain nombre de règles
qui permettent d'assurer la protection d'un certain nombre d'intérêts légitimement protégés et donc des régimes juridiques particuliers qui sont des régimes juridiques un peu généraux. Voilà donc pour la première préoccupation, c'était vraiment type de données, typologie des données. Cette typologie des données, encore une fois, je l'ai déjà dit mais je le répète, elle est vraiment issue du nom qui est le nom retenu par le législateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne retrouverez pas forcément les données que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos recherches et que vous avez nommées à travers vos présentations tout à l'heure et que l'on retrouve généralement dans les présentations des chercheurs à propos de la collecte et la réutilisation des données. C'est qu'en fait, il y a un certain nombre de données que vous ne retrouverez pas ici, mais qui pourraient parfaitement, par exemple, être qualifiables de données de l'environnement pour certaines d'entre elles, de ce qu'on a entendu tout à l'heure, ou de données personnelles ou de données non personnelles. Bref, en tout cas, vous ne retrouverez pas forcément toutes les données. Donc, ça suppose un travail de qualification juridique, toujours, qui permet de rattacher ou pas à certains types de données et à certaines catégories de données, et ensuite de savoir, dans le meilleur des cas, quelles sont les règles applicables. Voilà pour la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'était évidemment aussi de faire remonter des cas d'usage d'un certain nombre de partenaires que nous avons eus, partenaires informels, au sens informel du terme, c'est-à-dire qu'on a demandé à un certain nombre de personnes de bien vouloir nous faire remonter des cas d'usage qui nous permettaient ensuite de construire, pourquoi pas, une foire aux questions qui existe actuellement et que l'on peut consulter et qui s'enrichira certainement par la suite. Nous avons utilisé pour ça les ateliers de la donnée qui ont été très productifs et producteurs justement de questions qui se posaient. Et des questions, en effet, il y en a de très nombreuses concernant la gouvernance des données de la recherche. Et enfin, troisième préoccupation dans cette action de legal design, c'est bien sûr de coïncider avec, tant que faire se peut, avec le cycle de vie des données de la recherche. Le cycle de vie des données tel qu'il est aujourd'hui publié par Recherche DataGouv, il est celui-ci, il est bâti de manière à correspondre au plus près, au plus juste à toutes les activités, à l'ensemble des activités des chercheurs, et quant à la gouvernance, ou en tout cas quant à la gestion ou au traitement, on pourrait dire au sens large du terme, des données de la recherche. Alors, on est parti évidemment de cette structuration, mais on a dû néanmoins adapter le cycle de vie des données pour le traiter sur le plan juridique. Ça a dû être adapté tout simplement parce qu'il y a des étapes du cycle de vie des données qui ne correspondent pas, tel qu'il est conçu, de manière complète, qui ne correspondent pas toujours à des questionnements juridiques, en réalité, donc qui n'ont pas besoin d'être traités, d'être analysés sur le plan juridique. Donc on a, d'une certaine manière, un peu simplifié, finalement, adapté, en tout cas, le cycle de vie des données avec collecte et création, traitement et analyse, conservation, sécurisation, diffusion, réutilisation. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus simple et que vous voyez apparaître sous une forme de roue à l'entrée du site Jurisdor, donc, qui vous permet de cliquer sur l'une des étapes du cycle de vie des données et d'accéder alors à ce moment-là aux règles qui s'appliquent à chacune des étapes du cycle de vie des données selon le type de données concernées, bien sûr. Je rentrerai un petit peu dans le détail tout à l'heure. La problématique qui est la nôtre, juriste, c'est que, en fait, c'est vraiment du legal design, c'est-à-dire qu'en fait, le droit ne répond pas à chacune de ces questions de manière spécifique. On n'a pas un article du code de la recherche, par exemple, qui prévoit comment la manière dont on doit organiser la collecte et la création de données de la recherche. Il n'y a rien là-dessus. Par contre, on a des dispositions, c'est l'article L533-4 du Code de la recherche, qui prévoit comment on doit réutiliser, à quelles conditions on peut réutiliser librement les données de la recherche. Mais on n'a pas grand-chose sur la sécurisation. Et puis, on a parfois quelques dispositions dans le Code de la recherche et dans le Code de l'éducation, des choses qui concernent la conservation des données de la recherche. En fait, au-delà des données de la recherche elles-mêmes,
le droit ne répond pas nécessairement aux questions sous cette forme-là, et d'où évidemment l'intérêt de le designer de cette manière-là. Designer de cette manière-là, ça veut dire que, cependant, il faut concevoir que si on doit collecter des données, qui sont des données statistiques par exemple, qui sont couvertes par le secret statistique, il faudra alors respecter les règles qui s'appliquent en matière de secret statistique au moment de la collecte. Mais que ces mêmes règles, en réalité, qui sont prévues par la loi, et une loi de 1951, eh bien, ces mêmes règles devront certainement être aussi respectées au moment de la diffusion des données. Et certainement que la diffusion de données, d'ailleurs, sera peut-être interdite, en tout cas, à certaines conditions ou à certains égards. Donc, ça veut dire que la loi, elle peut trouver à s'appliquer, en fait, une même loi, une même norme, peut trouver à s'appliquer à différents endroits du cycle de vie des données. D'où l'intérêt, évidemment, là, de la solution numérique, parce que la solution numérique permet, bien sûr, de renvoyer à différents endroits au même texte, aux mêmes règles, peut-être exposées un petit peu différemment, mais aux mêmes règles en tout cas, par l'effet, bien sûr, des hyperliens. C'est une technique toute simple, mais moi, dans mon ouvrage papier, eh bien, c'était des renvois de notes de bas de page. Là, c'est des hyperliens, donc ça permettrait, de manière très pratique, je trouve, d'accéder à la même information, quel que soit le moment dans lequel on se situe de l'étape, en tout cas du cycle de vie des données. Voilà, c'est ce que j'exprime ici dans cette diapositive, qui consiste à dire que, en fait, la règle juridique ne correspond pas à cette circularité. Il n'y a pas de circularité dans l'application de la règle de droit, et qui donc oblige à faire des liens. Alors, également, voilà, donc pour cette préoccupation qui oblige à concevoir l'application des règles de droit en fonction du cycle de vie des données, sachant qu'il y a lieu de procéder à l'articulation entre différentes sources du droit. Ça, c'est important aussi d'avoir cet élément qui est un élément de complexité, en réalité, en droit en général et en droit des données de la recherche en particulier. L'élément de complexité, c'est qu'il y a des sources différentes, on le sait, des sources du droit qui sont les textes français, mais aussi les textes européens. Je n'ai pas mentionné ici les textes internationaux, les traités internationaux. Il y en a quelques-uns qui s'appliquent en matière de données de la recherche, mais je ne les ai pas spécifiquement précisés ou présentés ici. Mais il faut aussi compter avec les traités internationaux généralement. Donc, et dans les textes européens, il y a les règlements qui s'appliquent directement aux justiciables de chacun des pays de l'Union, et puis les directives qui donnent lieu à des transpositions en droit interne. Donc, ce sont des textes européens, mais qui donnent lieu à l'adoption de lois de transposition pour être applicables aux justiciables de chaque pays de l'Union européenne. Une fois qu'on conçoit cette articulation-là entre les textes français concernés et les textes européens, eh bien, il faut aussi articuler les règles de droit entre elles, mais sur le fond, plus en tant que seulement source, mais aussi en tant que norme, c'est-à-dire sur ce qu'elles disent en réalité de l'application des règles de propriété intellectuelle, en passant jusqu'à l'application des règles du code pénal en matière de secret professionnel, par exemple, ou cybersécurité, en passant par l'application du code ou des dispositions du code de la santé publique pour les données de santé. Donc, on a une articulation aussi nécessaire, toujours, ça c'est le travail des juristes, de penser l'articulation entre différents types de règles qui ne concernent pas forcément les mêmes disciplines ou les mêmes domaines. C'est d'ailleurs toute la complexité du droit des données de la recherche, c'est que ça couvre à peu près tous les domaines, presque tous les domaines du droit, donc ça demande à faire vraiment un exercice intellectuel tout à fait transversal. Et il faut ajouter à cela en plus des normes qui sont issues des codes de déontologie. On sait que dans le domaine de la recherche, la déontologie est très présente. Les codes de conduite, les chartes sont des outils très précieux qui permettent d'implémenter des bonnes pratiques dans les communautés de recherche en ce qui concerne, on en a parlé tout à l'heure, ça a été évoqué, notamment la question de l'intégrité scientifique, mais pas seulement. Et donc c'est vrai que ces normes, elles ne sont pas contraignantes. Alors ça ne relève pas de la norme légale ni réglementaire, donc il faut faire une différence entre la déontologie et la règle issue de la loi ou du règlement, mais elles sont quand même assez puissantes dans le domaine de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs s'appuient beaucoup sur quand même la norme déontologique, et donc c'est un élément tout à fait intéressant et qui permet donc de participer au débat
qui est celui de l'application de la règle en général. Et ce sont des textes qu'il ne faut pas négliger parce que ce sont des textes qui généralement sont en plus des textes co-construits par les chercheurs et donc s'imposent comme une norme, par ailleurs, comme une norme et conçue. En tout cas, ce sont des textes et des règles qui sont intégrées et conçues, en tout cas pensées par les chercheurs comme des règles, comme les autres types de règles, donc qui s'imposent vraiment avec force. Cette articulation, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il faut penser que la donnée de santé, ça peut être une donnée publique, ça peut être une donnée personnelle, que les données de la justice, ça peut être une donnée personnelle, ça peut être une donnée publique aussi, ou que les données de santé peuvent être confidentielles, ou encore, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que les données fiscales sont aussi potentiellement, à certains endroits, des données confidentielles. Donc il y a lieu d'articuler les règles entre elles. Le cas le plus complexe, en réalité, dans le domaine de la recherche scientifique, c'est évidemment, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, c'est le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est pour moi le domaine scientifique le plus complexe parce que là, on a des règles qui s'appliquent, qui sont très nombreuses. En fait, en matière de données de santé, ce sont les données cliniques, les règles relatives aux données cliniques, c'est-à-dire les données qui sont issues des essais cliniques, en fait. Les données de santé publique, les données de la recherche en santé, les données personnelles, les données non personnelles, et puis avec le règlement européen sur l'espace européen des données de santé, eh bien, on a aussi une autre distinction qui sont les données de santé électroniques, les données confidentielles, les données publiques, et puis on a aussi des règles qui s'appliquent aux infrastructures elles-mêmes, qui sont liées à la conservation, à la sécurisation ou encore à l'intégrité matérielle et intellectuelle des données de santé. Donc voilà un cas particulièrement complexe. Et j'allais dire, je pense, à peu près le plus complexe de tous les problèmes qui se posent en matière de gouvernance de santé. Voilà donc, si vous voulez, la manière dont les choses ont dû être pensées. Quant au contenu maintenant et quant à la présentation des contenus, il s'agissait de présenter d'ailleurs donc les règles qui sont les sources juridiques, le droit français, je l'ai dit, international, européen, la jurisprudence, très important, évidemment, jurisprudence du Conseil d'État, jurisprudence aussi de nos autorités de régulation telles que la CADA et la CNIL, très présentes dans le domaine de la recherche scientifique. Et puis, comme je le disais aussi, la déontologie, c'est-à-dire qu'on a intégré aussi un des éléments de texte déontologique parce que ça nous paraissait intéressant, sachant que, encore une fois, ce sont des règles qui s'imposent pour les chercheurs, mais qui ne sont pas issues d'un droit qu'on appelle le droit contraignant. Les sources institutionnelles, moi, j'estime en tout cas que la règle en soi ne suffit pas. Il faut aussi toujours avoir à l'esprit présent qu'il y a des débats parlementaires. Alors, on n'a pas inondé le site de débats parlementaires, je vous rassure, mais c'est bien de temps en temps de renvoyer aux discussions qui ont lieu dans nos hémicycles, parce que ça permet quand même de comprendre aussi le sens de la règle. Et comprendre le sens de la règle, c'est comprendre comment elle s'applique en réalité. Donc, les rapports, bien sûr, qui sont commis régulièrement par nos autorités de régulation, par les travaux parlementaires, par nos commissions parlementaires, par exemple, les études d'impact, de la même manière issues du Parlement, que ce soit d'ailleurs le Parlement français, mais aussi les institutions européennes qui produisent bien sûr aussi beaucoup d'études d'impact. Et puis, toute la documentation issue de nos agences et autorités de régulation, voilà, que vous avez ici citées à l'écran de manière non exhaustive, bien sûr. Et puis enfin, on s'est permis de mentionner quand même quelques sources doctrinales aussi, c'est-à-dire des références d'articles qui ont pris position sur tel ou tel sujet, des références d'ouvrages, bref, de la documentation, là, qui est vraiment de la documentation scientifique juridique, c'est-à-dire ce qu'est la production des juristes dans le domaine, une question ou une autre. Là non plus, le site n'est pas inondé de références doctrinales en droit, mais de temps en temps, il y a quand même quelques références intéressantes. Il s'agissait également d'organiser la recherche de l'information, bien sûr. Alors, organiser la recherche de l'information, on s'est dit que ça pouvait passer par 5 modalités différentes. D'abord, la recherche, on l'a dit, par étape du cycle de vie des données. La recherche, bien sûr, par un glossaire. Et en droit, la question du lexique et la question de la définition, elle est toujours centrale. Qu'est-ce qui définit telle ou telle chose qui permet ensuite de savoir quelles sont les règles qui sont
applicables. Donc, il y a un glossaire très, très fourni qui renvoie en fait aux définitions légales. Ce ne sont pas des définitions doctrinales, ce ne sont pas des définitions ex abrupto, hein, pas du tout. Ce ne sont pas les définitions produites par Agnès Robin. C'est des définitions qui sont issues de la loi et des règlements, et donc qui ont une fonction particulière, qui permettent de faire application des règles contenues dans cette loi ou ce règlement. Hein, donc ce sont les définitions à laquelle nous devons nous tenir, en fait, pour raisonner sur le plan juridique. La recherche, je l'ai dit tout à l'heure, par type de données. Et puis enfin, il existe bien sûr un petit moteur de recherche qui permet d'aller chercher des informations autrement que par type de données, c'est-à-dire par des mots-clés que l'on peut, du coup, que chaque utilisateur peut choisir. Il s'agissait de penser également l'éditorialisation du site, comment faire passer ou comment communiquer l'information de manière la plus claire possible. Alors, il y aura toujours, je pense, et ça c'est inéluctable, des zones d'ombre, des choses qui restent inexpliquées. C'est tout à fait logique, et dans n'importe quel manuel de droit, on trouvera des espaces sans réponse, ou en tout cas des questions qui demeurent sans réponse. C'est tout à fait normal. Alors, non pas qu'il peut y avoir des oublis, ça c'est évidemment, mais c'est surtout que parfois, tout simplement, les textes n'y répondent pas précisément. La loi, c'est un outil, c'est un instrument et une source de droit qui est une source générale et abstraite. La loi, elle est générale et abstraite, elle est faite pour ça. Elle est faite pour s'appliquer à un plus grand nombre de situations possibles. Donc, elle ne peut pas contenir dans ces termes toutes les situations particulières, et il en est de même pour la réglementation, même si la réglementation est généralement quand même un petit peu plus précise, notamment pour ce qui concerne les décrets d'application, qui sont les textes qui permettent justement de mettre en œuvre l'application des lois. Mais même avec les décrets d'application, on ne trouve pas toujours. Il faut parfois aller entrer dans les circulaires ministérielles pour trouver parfois, et encore pas toujours, mais parfois des réponses un peu précises à des questions qui sont posées dans les administrations diverses et variées. Donc, une présentation, en tout cas, qui se veut structurée, la plus synthétique possible, même s'il y a lieu à certains endroits d'entrer quand même dans le détail pour une meilleure compréhension. Une utilisation simple par les différents modes de recherche donc, que je viens d'énoncer. Et puis, surtout, ce qui a été notre souci, c'est de permettre un accès direct aux sources. C'est-à-dire de ne pas transformer ou réinterpréter le propos du législateur par nos propres mots à nous. On le fait un petit peu pour expliciter, bien sûr, mais l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs, d'aller directement chercher la source. Donc, à chaque fois, bien sûr, les articles mentionnés, les lois, les règlements, renvoient par des liens hypertextes au site Légifrance pour ce qui concerne la France, le droit français, mais renvoient aussi, bien sûr, à d'autres sources comme pour l'Union européenne, à Eurlex. Pareil pour les décisions de justice, elles sont toujours accessibles par un lien, soit par le site Légifrance, soit par le site Curia, qui est le site de la jurisprudence en open data de l'Union européenne. Et puis, évidemment, parfois aussi par des références, un accès direct aux références doctrinales ou institutionnelles, à travers le renvoi aux sites du type site de la CNIL, de l'HAS, de l'ANSSI, de la CADA, etc. Le rappel des notions donc par le lexique, par le glossaire que je mentionnais à l'instant, mais pas seulement. Il y a dans les développements de chaque question aussi un rappel lexical en tant que de besoin des notions qui sont opérantes dans les paragraphes qui sont développés et dans les questions qui sont présentées. Il y a toujours, en tout cas le plus possible, d'illustrations quand la loi est un peu générale et abstraite, qu'elle n'est pas spécialement conçue pour s'appliquer au domaine de la recherche, ce qui est quand même le cas majoritairement des règles qui sont présentées. On a essayé d'illustrer toujours ce qui peut se passer dans tel ou tel domaine de recherche par des exemples qui ont été tirés de la pratique ou des exemples qui ont déjà été analysés par certaines autorités comme la CNIL par exemple, par l'INSHS aussi, je pense en particulier, qui a fait un gros travail d'application du droit des données personnelles, par exemple, aux sciences humaines et sociales. Bref, on a essayé de trouver des illustrations et en tout cas d'envisager donc les réponses qui pourraient être apportées
à telle ou telle question juridique dans le domaine de la recherche scientifique. On a conçu également des points sur des questions un peu particulières à certains endroits. On a aussi proposé des schémas, des tableaux. C'est pas systématique, mais voilà. Et puis, on a essayé, mais ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire au maximum des liens entre les différentes thématiques et donc entre les différentes règles susceptibles de s'appliquer à une même question. Par exemple, si vous allez dans la première étape du cycle de vie des données, vous allez donc pouvoir vous intéresser à la question de la collecte et de la création des données. Et ici, vous trouverez un petit menu déroulant avec les données de la recherche et puis des données qu'on a appelées les données diverses. Et dans les données diverses, eh bien, il y a tout un tas de données, vous voyez, qui sont explicitées dans leur contexte juridique, bien sûr, et avec voilà, les différents types de données. Pas tous, mais les données couvertes par un secret, les données à caractère personnel, les données archivées, des données particulières ou des données sectorielles. Donc, dans les données sectorielles, on retrouve un petit peu toutes les données, données de santé, fiscales, de l'énergie, etc., de l'environnement, archéologique. Et puis, dans les données particulières, on aura voilà, des explications sur les données qui sont prévues, qui sont conçues par le législateur comme étant, par exemple, les données d'intérêt général, ou encore les données qu'on appelle les données essentielles, ou encore les données qu'on appelle les données de référence, ou encore les données qu'on appelle les données de forte valeur. Tout ça, ce sont des types de données qui sont en fait des catégories générales en fait, et qui couvrent potentiellement un certain nombre de données particulières ou sectorielles. Si je reviens sur ce qu'on appelle les données essentielles, on trouve par exemple les données statistiques ou les données de l'énergie. C'est le législateur en fait qui organise les choses de cette manière-là. Ça n'est pas une présentation, pour le coup c'est une présentation doctrinale bien sûr parce que c'est moi qui ai structuré de cette manière-là, mais c'est le législateur qui, encore une fois, eh bien, prévoit une catégorie de données et qui donne ensuite la liste des données qu'il convient de faire entrer dans cette catégorie. Donc voilà un exemple. Et puis, si on veut donner un deuxième petit exemple sur la réutilisation des données, par exemple, on a des règles qui s'appliquent en matière de données publiques et des données qui s'appliquent en matière de recherche. Et concernant les données de la recherche, un principe que vous connaissez bien, qui est le principe de réutilisation des données de la recherche, par exemple, et qui n'est pas un principe, je le précise, de diffusion des données de la recherche. La question de la diffusion des données de la recherche n'est pas du tout appréhendée par la loi pour une république numérique, c'est-à-dire par l'article L533-4 du Code de la recherche. C'est la question de la réutilisation. Donc, si vous allez dans la rubrique et l'étape diffusion, vous allez trouver les règles qui s'appliquent en matière de diffusion des données publiques. Voilà, et non pas des données de la recherche. Tout ça, c'est expliqué évidemment, toute cette articulation entre les données publiques, les données de la recherche, qui est une articulation un peu fine et pas toujours évidente, elle est explicitée évidemment dans les paragraphes qui sont présentés. Et voilà, et maintenant, il faut que je revienne à la présentation PowerPoint. Quelques informations conclusives sur voilà, les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette plateforme, de ce site Internet. Donc, avec la collaboration étroite de Laura Thomasson, qui est aujourd'hui avocate au barreau de Paris, au cabinet Gérard Rast, et qui a été postdoctorante, donc je le disais, sur cette mission, je le disais tout à l'heure, qui m'a assistée dans la rédaction, le suivi de l'exécution et l'éditorialisation des contenus. Et puis, en prestation de développement et maintenance, la société Upvisory. L'hébergement est assuré et je tiens à les en remercier, et en particulier Anne Laurent, qui est par là, l'Institut de sciences des données de Montpellier, et puis, pour ce qui concerne le domaine, l'Institut d'information scientifique et technique, l'INIST du CNRS. Voilà, avec une petite constellation qui s'organise comme ça pour cette infrastructure, qui est ce centre de ressources juridiques. Voilà, c'est une autre façon de le dire, qui nécessitera de concevoir dans les mois qui suivent un petit collectif qui permettra, avec moi, de mettre à jour régulièrement cette information juridique, parce que vous imaginez bien que sur l'ensemble des questions qui concernent la gouvernance des données de la recherche, la mise à jour, elle est hyper régulière et très, très récurrente. Vraiment, on touche aux aspects de cybersécurité aussi bien que de données personnelles, pour prendre évidemment l'exemple le plus connu, des données de santé. Enfin bref, on a une actualité juridique
judiciaire également, d'ailleurs aussi très, très fournie, qu'il faudra suivre de très près. Et puis voilà, donc une infrastructure pilotée par l'Université de Montpellier. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention, avec évidemment, sachant qu'il y a petite chose que je tenais à dire pour vraiment terminer. 2 petites choses. D'abord, le contact qui est sur le site du Juriste d'Or, le contact renvoie à mon adresse mail. Voilà, je n'ai pas pu le faire autrement. Je réponds très volontiers aux questions, et j'en ai déjà eu d'ailleurs des lecteurs assidus qui ont fait remarquer certaines coquilles à certains endroits, donc je les en remercie. J'ai répondu, j'ai corrigé, donc ça c'est génial parce que ça permet évidemment au fur et à mesure. Néanmoins, et ça rejoindra la deuxième observation que je vais faire, c'est que cette prise de contact, en fait, par mon adresse mail, donc directement avec moi, elle ne permettra pas de répondre nécessairement à toutes les questions particulières qui peuvent se poser à vous ou aux communautés de recherche avec qui vous êtes en contact régulièrement. Malheureusement, parce que ça n'est pas ma fonction de répondre à toutes les questions particulières et d'apporter des solutions à toutes les questions, d'autant que ces solutions doivent être en priorité apportées par les établissements, c'est-à-dire par les institutions publiques de recherche, conformément à une politique juridique en matière de gouvernance des données. Et que je ne peux pas, moi, le site Juriste d'Or, à travers moi et l'équipe qui sera constituée, ne peut pas pourvoir ou se substituer, en tout cas, à évidemment vos instances de gouvernance respectives dans chacun de vos organismes de recherche ou institutions publiques de recherche, universités, etc. Il est donc très important, mais par contre, les questions posées peuvent nourrir la foire aux questions, en revanche. Donc ça, c'est toujours évidemment bienvenu, et encore une fois, je serais ravie d'en prendre connaissance et d'essayer en tout cas d'y répondre à travers cet outil. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que justement, pour rebondir sur votre dernier point, vous avez imaginé d'animer un réseau de juristes dans les ateliers de la donnée, par exemple, parce que parfois il y en a. On a cette chance à Paris-Saclay. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est envisagé, qui en tout cas pourrait être intéressant? Alors pour le moment, ça n'est pas du tout envisagé d'animer un réseau de juristes, mais on pourrait, pourquoi pas, y réfléchir ensemble. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est d'animer en tout cas un collectif de personnes qui permettent d'abonder, en fait, d'apporter de la ressource. Parce que tel service juridique, par exemple, aura bien veillé à la dernière jurisprudence du Conseil d'État ou de la CADA, par exemple. Et donc, ça permettra bien sûr d'alimenter le site et d'apporter parfois des réponses plus adaptées, plus précises, ou d'apporter aussi un élément qui peut arriver, c'est-à-dire un revirement de jurisprudence sur une question, bien sûr. C'est-à-dire où, et ce que je dis là en matière de jurisprudence peut évidemment s'avérer vrai aussi sur une loi qui modifie des dispositions antérieures et qui oblige donc à modifier. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'animation d'un réseau de juristes dans les ateliers de la donnée, je transfère votre question à Isabelle Blanc directement. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas quelque chose auquel nous avons songé, mais éventuellement, pourquoi pas, avec elle. Oui, bonjour. Je suis Célian Godefroy, je suis le juriste spécialisé dans les données de recherche à la direction des bibliothèques. Merci pour votre présentation et pour le site qui va être une ressource précieuse. Sur le site, il est évoqué que les contenus seront régulièrement mis à jour. Je ne crois pas qu'on attende une révolution copernicienne sur le droit des données de la recherche au niveau législatif, mais c'est vrai qu'il y a de nouvelles questions qui peuvent se poser. Je me demandais qui sera chargé de ces mises à jour et à quelle fréquence, s'il vous plaît? Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait fixé, mais j'estime, parce que c'est une estimation en réalité pour l'heure, que c'est une mise à jour qui doit être faite à peu près à minima toutes les 2 semaines. Et vous dire que l'actualité, il n'y a pas de révolution copernicienne, mais par exemple, là, on attend encore l'adoption d'un règlement européen qui est un règlement omnibus qui va toucher toutes les réglementations sur la question des données en général et qui contient des dispositions propres aux données de la recherche. Et donc, en fait, ça va nous obliger à reprendre l'ensemble des dispositions concernées et qui touchent à différents types de données. Donc,
en fait, les juristes, en général, nous, on a en horreur les lois omnibus ou les règlements omnibus, non pas en tant que tels, parce qu'elles sont très utiles, bien sûr, sur le fond, mais en fait, ça nous donne des sueurs froides, parce qu'en fait, on sait qu'il va falloir modifier tout un tas de législations concernées forcément par une législation transversale. Mais dans le domaine du numérique, ces législations, elles sont évidemment nécessaires. Quentin Herter-Collignan, je suis doctorant en droit de l'intelligence artificielle sur la gouvernance des données maritimes qui, effectivement, soulève des enjeux à l'échelle internationale. Et la question que je souhaitais vous poser est, est-ce que Jurisdor s'intéresse à ces cadres de gouvernance à l'échelle internationale pour faciliter le partage entre acteurs privés notamment maritimes, sur des bases de données qui auraient vocation à nourrir la recherche scientifique, car ici, nous nous intéressons essentiellement aux données publiques qui sont mises à disposition par la puissance publique. Quid des données privées issues des acteurs privés? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est sur la dimension internationale des règles de droit. Il est bien évident que le site Jurisdor ne fournit pas d'informations sur les législations étrangères, parce que sinon, il faudrait couvrir toutes les législations étrangères qui couvrent tous les types de données. C'est juste pas possible. Donc en fait, ça, nous ne l'avons pas fait parce que c'est une tâche impossible. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quand on fait du droit international, en fait, on fait effectivement la réglementation internationale. On traite les traités internationaux, les conventions internationales. Mais une fois qu'on a traité les traités internationaux ou les conventions internationales, souvent ces mêmes traités et ces conventions contiennent des règles de conflit qui renvoient à l'application de telle ou telle législation nationale. Quand on fait du droit international privé, et vous devez le savoir, en fait, on fait du droit national, c'est-à-dire qu'on renvoie souvent à l'application de règles nationales. Ce qui supposerait alors de faire état et de fournir l'information sur un ensemble de législations nationales concernées, par exemple, par des règles en droit maritime. Et ça, évidemment, ça ne manque pas d'intérêt. Simplement, dans le cadre d'un site comme celui-ci, ça n'est pas possible. Alors, de temps en temps, et ça, je pense que c'est des choses qui viendront aussi nourrir le site, on pourra, et si vous avez, vous, des exemples, n'hésitez pas d'ailleurs à me les faire parvenir, à me les communiquer, on pourra, à titre d'illustration, dire, voilà, dans tel État, dans tel pays, on sait que la législation, elle dit ça, et que donc il faut anticiper sur cet aspect-là ou sur un aspect particulier. Et puis, la deuxième question, c'était, ça y est, j'ai oublié, sur le fait que les données privées. Voilà. Et donc, c'est pas tout à fait vrai que ce site, ou en tout cas que la problématique des données de la recherche ne s'intéresse qu'aux données publiques. Parce qu'en fait, les données de la recherche, et ça vous le lirez à travers, ce ne sont pas que des données publiques. Il y a tout un tas de données de la recherche qui sont des données privées ou ce que j'appelle aussi des données privatives. Il y a une différence entre le terme données privatives et le terme données privées d'ailleurs, que je veux bien expliquer si on en a le temps, mais en tout cas, voilà, c'est une donnée, par exemple, qui est issue d'une entreprise, elle peut très bien être mise à disposition, et c'est d'ailleurs au demeurant ce que l'Union européenne encourage aujourd'hui, à travers des tiers de confiance ou à travers c'est que, y compris les opérateurs privés, puissent partager un certain nombre de données, mais sous le sceau parfois de la confidentialité ou à certaines conditions, évidemment qui sont des conditions le plus souvent payantes en plus. Mais on encourage en tout cas le partage, quelles qu'en soient les conditions. Et les données de la recherche peuvent être constituées de ces données. Donc il y a à certains endroits, vous le verrez, des données qu'on peut considérer comme des données privées ou privatives. Privatives au sens où elles sont couvertes par des droits de propriété intellectuelle. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre la notion de données privatives. Oui. Merci. Alors, une question de Béotien, je ne suis pas juriste, mais je travaille au BRGM où on gère des données du sous-sol, donc qui sont au moins dans le giron de deux codes différents, le code de la recherche en établissement scientifique et le code minier, qui est un vieux code qui date du début du 19e siècle. Et donc, il y a des fois des contradictions, par exemple par rapport à l'ouverture. Et donc, en gros, qui gagne quand on a bataille de code? Bataille de code. Ça fait mal, hein, la bataille de code au sens propre. Justement, c'est la question de l'articulation des règles que j'évoquais tout à l'heure. Vous vous souvenez, hein, sur la partie... voilà,
le travail des juristes, c'est articuler les règles de droit entre elles. Donc là, je n'ai pas cité le code minier, mais j'aurais pu. C'est pour ça que j'ai mis etc. Parce que sinon, il faut tous les citer. Et il y en a beaucoup concernés par la gouvernance des données de la recherche. Donc, le code minier est un très bon exemple, que d'ailleurs, je ne crois pas citer dans le code, dans le site Jurisd'Or. Donc, pareil, il faudrait que j'aille vérifier dans le code minier s'il y a des choses qui concernent certaines données. Mais j'ai déjà fait une recherche, bon, en tout cas, à vérifier. Je ne suis pas certaine, mais bon. En tout cas, pour répondre à votre question sur l'articulation des règles entre elles, il y a des principes généraux en droit et qui sont justement des principes qui permettent de répondre à cette question, qui sont ce qu'on appelle les principes d'interprétation de la loi, qui sont des adages ou des maximes, qu'on appelle aussi des maximes du droit. Et parmi ces maximes et ces adages, ou ces principes généraux, il y en a un qui dit la loi spéciale déroge à la loi générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi spéciale, par exemple le code minier par rapport au code des relations entre le public et l'administration, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas si c'est juste ou pas sur le fond, mais en tout cas, pourrait être considérée comme une loi spéciale par rapport à la loi générale qui est contenue dans le code des relations entre le public et l'administration, par exemple. Et moi, je défends l'idée, donc c'est là où on fait un peu de doctrine quand même finalement en concevant ce genre d'outils, c'est que je considère pour ma part que le code de la recherche, par exemple, constitue une loi spéciale par rapport à la loi générale qui est celle contenue dans le code des relations entre le public et l'administration, par exemple. Donc voilà, et donc la loi spéciale s'applique toujours par dérogation à la loi générale. Donc ça veut dire qu'elle s'applique en priorité. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est le deuxième effet produit par la maxime, par le principe, c'est que si la loi spéciale ne répond pas à une question particulière, alors on fait un retour à la loi générale, qui s'applique par défaut, par principe. Peut-être une toute dernière question. Merci. Bonjour, Sandrine Clavel, je suis professeure de droit. Alors, je voudrais d'abord vous dire toute mon admiration pour le travail que vous avez fait avec une équipe assez restreinte. C'est vraiment impressionnant. Et ma question concerne un sujet qui a déjà été traité, que vous avez traité vous-même, qui est évidemment celui de la mise à jour. Alors, j'entends que vous voulez faire tout au minimum toutes les 2 semaines, ce qui est un bon rythme en effet. J'observe sur le site que on n'a pas vraiment de moyens pour le moment de savoir de quand date la dernière mise à jour. On le voit dans certains sites, parfois c'est mis à jour le temps, ce qui nous donne un peu une idée de savoir si on est face à une information dont on peut être sûr qu'elle est fiable ou si il faut se méfier. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Est-ce que le fait qu'il y ait des liens vers les sources, pour vous, c'est suffisant pour que chacun fasse un peu sa propre mise en regard de ce qui est d'actualité ou pas? Comment vous envisagez de gérer cette question qui est évidemment importante en termes de fiabilité? Je vous remercie pour cette remarque parce que c'est absolument nécessaire et on mettra effectivement la date de mise à jour régulièrement. Je pense que c'est une indication que je demanderai d'ajouter. Parce qu'en effet, on peut très bien en déduire à travers la présentation d'une règle que le site a été mis à jour en juin 2025. Pour autant, il faut vraiment avoir su que cette règle, ou en tout cas avoir pris connaissance de cette règle qui a été mise à jour en 2001 pour savoir que le site a été mis à jour en 2025, ce qui ne suffit évidemment pas. Donc, merci. Une ultime question, alors. Oui, merci beaucoup. Pour l'informaticien que je suis, c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir voir ce genre de travail. Je me posais la question pour la veille que vous effectuez en termes de procès, par exemple. Si vous allez dès le premier procès ou si vous regardez quand la législation est stabilisée, typiquement sur les licences Creative Commons qui nous sont utiles pour la science ouverte, il y a eu des remous sur l'usage ou la législation, le fait que des sociétés de droit d'auteur puissent quand même imposer sur une licence l'acquisition de droits ou le paiement de droits par des entreprises. Et la question qui se pose, c'est sur ce genre de juridique plutôt, est-ce que votre veille, elle regarde dès le premier procès ou alors quand la jurisprudence est stabilisée? En fait, quand une question est nouvelle pour les juges, elle mérite d'être citée en tant que telle, à mon sens, parce que justement, elle pose une nouvelle question et donc apporte une réponse qui sera peut-être elle aussi nouvelle. Donc, il me semble, et ça c'est vraiment un débat qu'on a entre juristes, généralement, qu'on se dit, quand je dois commenter une décision, est-ce que je commente dès la première décision qui a répondu à une question nouvelle,
ou est-ce que j'attends que ce soit stabilisé? Et généralement, on opte pour la réponse qui consiste à dire on va commenter tout de suite parce que précisément, eh bien, la question qui est posée est nouvelle et donc c'est intéressant pour ça. Pour les aspects justement d'utilisation pratique, je peux comprendre effectivement que d'attendre que la jurisprudence soit un peu stabilisée, ça puisse être plus rassurant finalement. Néanmoins, il me semble que ça reste intéressant avec possiblement la mention que c'est la première décision rendue en France, par exemple, on a eu là récemment des décisions très intéressantes qui ont montré que l'on pouvait tout à fait être sanctionné pour contrefaçon dès lors qu'on avait outrepassé l'autorisation qui était donnée à travers une licence Creative Commons, ou une licence libre en tout cas, peu importe qu'elle soit Creative Commons ou autre. Mais on commence à avoir de la jurisprudence, et c'est de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, donc c'est pas la Cour de cassation, quoi. Et donc, malgré tout, eh bien, on mentionne ce type. Parce que effectivement, c'est fragile. Je rejoins votre observation, c'est fragile. Néanmoins, c'est quand même déjà une première indication. Voilà. Et en ce sens, évidemment, ça mérite d'être relativisé. Et ça, c'est le rôle du commentateur, en fait, c'est-à-dire, de manière très rapide, dire, bon, voilà, il ne s'agit que d'une décision de première instance, donc il faut relativiser. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas attendre, parce qu'on ne sait pas d'abord si la question sera stabilisée à un moment donné, et on ne sait pas non plus à quel moment elle le sera. On ne fait pas de l'art divinatoire, et donc il est tout à fait important, je trouve, quand on veut diffuser de la connaissance, de diffuser de la connaissance à l'état où elle est, au moment où elle émerge, où elle existe, en tout cas où elle prend consistance.